Octobre 1943. Dans le ciel au-dessus de l'Allemagne, le pilote allemand expérimenté Hans Wick rationalise ses yeux en voyant une silhouette inconnue déchirer l'air du matin. L'avion ci-dessous ne correspondait à rien qu'il ait jamais vu, des lignes trop élégantes, une canopée à bulles qui ressemblait aux combattants américains, mais c'était impossible. Les combattants ennemis n'avaient aucune autonomie pour atteindre si profondément le territoire de Reich. Avec la confiance de ceux qui massacrent déjà des dizaines de bombardiers lents et de leurs escortes fragiles, Hans Wick a plongé vers la cible, certain d'une autre victoire facile. Ce qui a suivi détruirait à jamais l'illusion de la supériorité aérienne de Luftwaffe. Le mystérieux avion a tiré avec une accélération étonnante, laissant Messerschmitt derrière eux comme s'ils étaient coincés à temps. Ensuite, il a effectué une courbe. Pas si large et prévisible des combattants américains ordinaires, mais un mignon serré et mortel qui a aligné 6 mitrailleuses .50 directement sur la trajectoire de l'Allemand. En quelques secondes, le chasseur est devenu la proie et le monde de Hans Wick est tombé sur une balle. Ce sont les débuts du P-51 Mustang sur l'Europe occupée, un moment qui redéfinirait la guerre dans le ciel afin qu'aucune des parties ne puisse anticiper. Pour comprendre comment un seul avion pourrait transformer le match de campagne de bombardement stratégique contre l'Allemagne nazie, nous devons revenir à 1940, lorsque la bataille aérienne était un cours très différent pour les Alliés. La Royal Air Force venait de survivre à un fil à la bataille d'Angleterre. Ces Spitfire et Hurricane ont prouvé qu'ils pouvaient faire face aux meilleurs combattants allemands sur le sol britannique, mais quelque chose de crucial manquait, Reich. Chaque fois qu'ils tentaient d'escorter des bombardiers au cœur de l'Allemagne, les combattants alliés ont épuisé le carburant et ont été forcés de revenir, laissant les formations aériennes à la merci de l'interception ennemie grouillant. À travers l'Atlantique, l'armée de l'air de l'armée américaine a fait face au même dilemme. Les stratèges américains parient que des bombardiers massifs de bombardiers fortement armés, des forteresses volantes et des libérateurs, équipés de dizaines de mitrailleuses, pourraient se rendre à des cibles profondes en Allemagne sans avoir besoin d'escorte. Ils ont appelé ce bombardement auto-tendu, une théorie basée sur un calcul tragique. Pendant ce temps, les Allemands avaient perfectionné leur tactique défensive pendant des années. Des pilotes comme Adolf Galland et Johannes Steinhoff ont développé des attaques de front dévastatrices, capables de décimer des formations de bombardement avant que les Américains ne réagissent. Les pilotes de Luftwaffe se sont entretenus avec le dédain des tirs cibles en attendant tout allié d'équipe audacieuse pour s'aventurer au-delà des combattants du score. À la fin de 1943, les chiffres ont peint une image sombre. Les pertes de bombardements américains sur l'Allemagne ont atteint des niveaux non durables, 20, 30, parfois 40 avions abattus en une seule mission. Chacun a pris 10 hommes. Les mathématiques de la guerre d'usure ont favorablement favorisé les Allemands. Mais pendant ce temps, dans les bureaux du projet de l'aviation nord-américaine en Californie, une révolution silencieuse a pris forme. Et tout a commencé non pas comme une arme de guerre, mais comme un mouvement commercial audacieux. L'histoire de la Mustang P-51 a son point de départ sur un appel téléphonique urgent en avril 1940. Sir Henry Self, chef du comité commercial britannique, a désespérément cherché des combattants américains pour la RAF. La Grande-Bretagne se battait pour la survie et avait besoin d'avions, tous les avions qui pouvaient rivaliser avec les combattants allemands. L'aviation nord-américaine n'avait jamais construit de combattants auparavant. Leur spécialité était des entraîneurs légers et des bombardiers, pas les intercepteurs de haute performance dont la guerre de l'ère moderne avait besoin. Lorsque les Britanniques ont proposé de fabriquer Curtiss P-40 Warhawk sous licence, le concepteur en chef Edgar Schmid a fait une contre-proposition audacieuse. Donnez-nous 120 jours, et nous projeterons quelque chose de mieux pour vous. Ce qui est venu de cette période frénétique à 4 mois, c'était comme rien de ce que le monde n'avait jamais vu. Mustang avait un fuselage sculpté avec une précision presque artistique, réduisant la résistance à l'air à des niveaux inimaginables. Ses ailes de débit laminaire ont coupé le ciel efficacement sans précédent. Mais son secret le plus impressionnant était la capacité de carburant interne, qui permettrait autrefois d'escorter des bombardiers à Berlin et à revenir. Il y avait cependant un problème. Les premiers Mustangs étaient équipés de moteurs Allison VE1710, qui ont perdu des performances à des altitudes élevées, exactes où la guerre aérienne en Europe a été décidée. La RAF les a utilisés dans des missions de reconnaissance à faible altitude et des attaques au sol, où ils étaient brillamment. Mais en tant que combattants capables de faire face aux meilleurs de la Luftwaffe à 7500 mètres, les premiers Mustangs ont déçu. Les rapports de renseignement allemands sur le temps sont révélateurs. Les analystes de Luftwaffe ont correctement identifié la portée et la vitesse impressionnante de Mustang à faible altitude, mais l'ont rejeté comme une menace pour ses intercepteurs à haute altitude. Un document du début de 1943 a conclu, avec l'arrogance,
que l'avion n'a servi que des attaques terrestres et ce n'était pas un risque significatif pour les défenses aériennes de Reich. Ils étaient sur le point de faire une erreur fatale. La transformation du P-51 d'une promesse imparfaite dans la longue portée de guerre la plus efficace est venue d'une combinaison presque accidentelle de l'ingénierie britannique et américaine. Rolls-Royce avait développé le moteur Merlin, le même qui a stimulé le légendaire Spitfire et l'Ouragan. Lorsque Packard a commencé à produire Merlin sous licence de Détroit, quelqu'un a eu l'idée de génie de coupler ce moteur supercompressé à la cellule aérodynamique Mustang. Le résultat a été une révolution. Les variantes P-51B et P-51D, équipées de Merlin, pourraient atteindre 12 000 mètres et maintenir des vitesses qui ont laissé les combattants allemands derrière, luttant pour les intercepter. Plus important encore, ils l'ont fait en transportant suffisamment de carburant pour escorter des bombardiers en 8 heures ou plus. Ronald Archer, pilote de test de Rolls-Royce, a piloté l'une des premières Mustangs du moteur Merlin en octobre 1942. Son rapport au ministère de l'Air était presque euphorique, les performances sont extraordinaires. Cet avion a l'autonomie pour accompagner les bombardiers à n'importe quelle cible en Allemagne et la capacité de surmonter Luftwaffe le met à sa manière. Mais la théorie est une chose, la réalité du combat sur l'Europe occupée serait une autre assez différente. Le P-51B a fait ses débuts au combat avec la 8e Air Force en décembre 1943. Le 354e groupe de chasse basé en Box en Angleterre a reçu les premières Mustangs opérationnelles. Les pilotes ont fait face au nouvel avion avec un mélange d'excitation et de scepticisme. Parmi eux, le capitaine Don Blexley, un vétéran qui avait déjà piloté Spitfire à la RAF avant de transférer aux forces américaines. Votre première impression a été révélatrice, c'est rapide, il a une portée et une puissance de feu. Mais pouvez-vous manœuvrer contre un Messerschmitt Cent 9 ? La réponse viendrait bientôt, et changerait le cours de l'histoire. A-t-il réussi à rencontrer un FW-190 ? La réponse ne prendrait pas longtemps. Il est arrivé le 1er décembre 1943, lors d'une mission d'escorte aux BE-17 qui ont bombardé les usines d'avions à Solingen. Lorsque l'entraînement est entré dans l'espace aérien allemand, les contrôleurs de Luftwaffe ont lancé un intercepteur de base dans l'ouest de l'Allemagne. Parmi eux, Hauptmann Klaus Mietusch, un A avec plus de 30 victoires, pilotant un Focke-Wulf 190A. Dans une lettre à sa femme, il décrirait ce premier rendez-vous avec une Mustang avec un mélange d'incrédulité et de respect. J'ai vu cet avion en dessous de nous et j'ai pensé, un autre coup de foudre, grand, lourd, probablement lent dans les courbes. Il a célébré comme si j'étais debout, puis a fait un tour si fermé que mon 190 ressemblait à un camion. Avant de comprendre ce qui se passait, il était sur ma queue et moi, fuyant pour la vie. Cette mission inaugurale a abouti à 3 combattants allemands abattus, sans qu'Amérique. Mais la chose la plus importante était ce qu'elle a révélé, les combattants américains pouvaient désormais atteindre n'importe quelle cible dans le cœur de l'Allemagne. Jusque-là, les coureurs de Luftwaffe fonctionnaient avec une routine prévisible. Les bombardiers américains sont apparus sur le Reich, escortés par PE-47 ou PE-38 qui, lorsqu'ils ont atteint leur limite de carburant, ont fait demi-tour. C'était le temps heureux, le moment où les forteresses volantes et non protégées sont devenues une proie facile pour les combattants allemands, qui ont décollé de leurs bases voisines, attaqué des vagues et retourné pour se reconstituer. Mustang a détruit ce programme. Soudain, les pilotes de la Luftwaffe étaient confrontés à de nouveaux combattants américains sur des cibles profondes sur le territoire allemand, des avions qui semblaient avoir une endurance et une performance illimitées égales ou supérieures à leurs propres combattants. Oberst Johannes Steinhoff, l'un des commandants de chasse les plus expérimentés d'Allemagne, a marqué dans son journal après la première rencontre avec les Mustangs. Ces combattants américains sont différents de tout ce que nous avons jamais confronté. Ils apparaissent sur nos cibles les plus éloignées avec des chars complets et des munitions complètes, prêtes à se battre. Nos cavaliers rapportent que les Mustangs dépassent notre Bf-109 à une vitesse horizontale et notre FW-190 dans des courbes soutenues. Ils changent tout. L'impact psychologique a été immédiat et dévastateur. Les pilotes qui se sont habitués à chasser les bombardiers non protégés ont maintenant fait face à la perspective de duels prolongés contre des adversaires formés dans les avions supérieurs. Le chasseur est resté coincé. Pour comprendre le poids de cette révolution, il est nécessaire de revenir à octobre 1943, plus précisément à la deuxième attaque contre Schweinfurt, connue sous le nom de Black Jeudi. Dans ce 14 octobre, 291 BE-17 a décollé de l'Angleterre aux sphères de Schweinfurt, vital pour les usines de production de guerre allemandes. Les planificateurs savaient que ce serait un bain de sang.
La cible était à 640 km de la base alliée la plus proche, bien au-delà de la portée de toute chasse à l'escorte disponible à l'époque. Ce qui a suivi était une classe de tactique défensive donnée par Luftwaffe. Plus de 300 combattants allemands ont été lancés contre la formation américaine, attaquant des vagues à partir du moment où les bombardiers ont traversé la frontière. Les pilotes de Luftwaffe avaient perfectionné l'attaque avant, ils ont plongé de front contre le BE-17 à 800 km/h, avec des canons et des mitrailleuses déchirant les fuselages et les corps. Lorsque les survivants sont retournés en boîte en Angleterre, 60 forteresses volantes avaient été abattues et 138 autres, endommagées. 600 aviateurs américains étaient morts, blessés ou manquants. La 8e armée de l'air avait perdu plus de 20% de sa force d'attaque en une seule journée. Le brigadier général Curtis LeMay, qui commandait les bombardiers ce jour-là, était simple, nous ne pouvons pas continuer à accepter des pertes comme ça. Soit nous avons obtenu une escorte à longue portée, soit nous abandonnons les bombardements diurnes. Pendant ce temps, à Berlin, la Luftwaffe a célébré. Des pilotes comme Egon Meyer et Georg Peter Eder avaient perfectionné des tactiques qui ont rendu le bombardement diurne américain apparemment impossible. Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, a déclaré que les défenses aériennes de Reich étaient impénétrables. Mais tandis que les Allemands ont célébré Schweinfurt, les premiers Mustang PE-51B ont commencé à atterrir sur l'Anglais. L'avion qui changerait le cours de la guerre aérienne en Europe était sur le point de combattre. Et pour comprendre la révolution qu'il représentait, vous devez vous asseoir dans la cabine aux côtés des hommes qui ont volé dans ces missions. Le lieutenant Robert Johnson du 56e groupe de chasse a décrit sa première expérience dans un PE-51D, tout ce qu'il était différent. La visibilité était incroyable, 7 bulles d'un. Critique, laissez-vous voir dans toutes les directions. Les commandes étaient légères, précises. Mais ce qui a vraiment attiré l'œil, c'est le compteur de carburant. Nous pourrions voler pendant des heures de puissance de combat et avoir encore du carburant à combattre. L'impact psychologique de cette gamme étendue était incommensurable. Les pilotes américains, habitués à regarder le pointeur du carburant avec anxiété, sachant qu'ils devraient abandonner les bombardiers, ils devraient soudainement les protéger contre la cible et le retour. Le capitaine Chuck Yeager, qui briserait plus tard la barrière du son, a volé des Mustangs dans le 357 TH Union Group. Votre description d'une mission d'escorte typique révèle la nouvelle réalité. Nous avions assez d'Angleterre avec suffisamment de carburant pour aller à Berlin et revenir, avec 30 minutes de combat. Les Allemands ne croyaient pas. Ils nous attaquent sur la cible, espérant que nous resterons sans carburant et reviendrions. Au lieu de cela, nous nous sommes levés et avons combattu, et les avons souvent poursuivis à leur propre aérodrome. Cette persistance au combat a fondamentalement changé les mathématiques de la guerre aérienne. Les pilotes allemands, qui ont toujours eu l'avantage de pouvoir dégoûter et atterrir à proximité lorsque le faible carburant ou les munitions, faisaient maintenant face à des combattants américains qui les ont poursuivis sans trêve, transformant le propre territoire de Reich en un champ de chasse allié. La performance révolutionnaire de PE-51 n'était pas magique, était une brillante ingénierie. Son profil laminaire, développé par les ingénieurs nord-américains, a réduit la traînée en maintenant le flux d'air mou sur une zone de plus grande aile. Cette innovation apparemment simple a entraîné des gains spectaculaires de vitesse et d'autonomie. Et votre réservoir de carburant interne? Alors que les combattants antérieurs transportaient 200 à 300 gallons, le PE-51D a pris plus de 400 en interne, ainsi que de soutenir des réservoirs extérieurs jetables. Et quand nous avons pensé que nous les avons finalement ébranlés, ils sont revenus avec plus de carburant et de munitions que n'importe quel combattant allemand ne pouvait rêver. C'était comme combattre un SM qui ne s'est jamais épuisé. La supériorité technique de Mustang n'était pas seulement une question de nombre, c'était un changement fondamental dans la nature même du combat aérien. Alors que les pilotes de la Luftwaffe avaient l'habitude de faire face à des coupons cachés épuisés qui pouvaient à peine accompagner les bombardiers à la frontière, ils sont maintenant tombés sur des adversaires qui sont arrivés frais et pleins de chars et de détermination incessante. Le lieutenant allemand Heinz Knock, un A avec 33 victoires, a enregistré dans son journal la frustration croissante. Avant, nous pouvions choisir le moment d'attaque. Maintenant, les Mustangs nous obligent à nous battre dans leurs termes. Ils dictent le rythme, ils contrôlent l'espace aérien. C'est comme si le ciel au-dessus de l'Allemagne n'était plus le nôtre. Et les chiffres n'ont pas menti. Au cours de la grande semaine, la Luftwaffe a lancé 1200 fugitifs contre les formations américaines, le plus grand effort défensif de son histoire. Cependant, à la fin des 6 jours de combat, les Allemands avaient perdu 355 combattants, dont beaucoup pilotés par des anciens combattants irremplaçables,
tandis que les Américains n'ont enregistré que 137 victimes en bombardiers et 21 Mustangs abattus. Les mathématiques étaient brutales, pour chaque P-51 perdu, Luftwaffe a sacrifié 5 ou 6 de ses meilleurs pilotes et avions. Et le pire était venu. Les Mustangs ne se contentaient pas de défendre les bombardiers, ils ont chassé les combattants allemands. Alors que le BE-17 et le BE-24 ont déchargé leurs pompes dans les usines d'avions à Schweinfurt, Regensburg et Leipzig, le P-51 a balayé les aérodromes de Luftwaffe, détruisant des combattants au sol et interceptant les renforts avant leur décollage. Le colonel Don Blexley, commandant du 4e groupe de chasse, a résumé la stratégie sans pitié, nous ne les laissons pas respirer. Si nous ne les attrapons pas dans les airs, nous les emmenons au sol. Si nous ne les attrapons pas sur le sol, nous les avons ramenés. Il n'y a pas d'évasion. La tactique a fonctionné. Les pilotes allemands ont déclaré revenir de missions intenses pour trouver leur fondation. Flamme, leur avion détruit par des Mustangs qui, après avoir escorté les bombardiers, ont plongé à basse altitude sur les pistes et les hangars de la machine. Le major Günther Rall, l'une des plus grandes victoires de la Luftwaffe, a admis plus tard, les Mustangs nous ont asphyxiés. Ils ont non seulement protégé des bombardiers mais nous ont également empêchés de nous reconstituer, de nous écraser. Même le Messerschmitt Me 262, les avions de révolutionnaires qui ont promis de tourner le jeu, ont commencé à ressentir le poids des Mustangs. Bien que plus rapides, les jets allemands étaient vulnérables pendant le décollage et les moments d'atterrissage que les coureurs P-51 ont explorés sans pitié. En mars 1945, le lieutenant Chuck Yeager, futur Barrier Breakdown, a massacré un Memo dans une plongée audacieuse, prouvant que même la technologie la plus avancée de l'Allemagne ne pouvait échapper à la polyvalence mortelle de Mustang. L'effet psychologique était dévastateur. Luftwaffe Riders, auparavant fier de sa supériorité technique, craignait maintenant le son caractéristique du moteur P-51 Packard Mersin. Oberleutnant Johannes Steinhoff, futur chef de Luftwaffe à l'OTAN, a décrit la sensation, quand vous avez entendu ce rugissement vif s'approchant, je savais qu'il n'y avait nulle part où courir. Ils étaient là-haut, ils étaient partout. C'était comme être chassé par des loups qui ne sont jamais fatigués. Et les loups n'étaient pas seuls. Alors que les Mustangs ont dominé le ciel, l'industrie américaine a travaillé sans arrêt. En 1944, les lignes de production de l'aviation nord-américaine ont livré un P-51 toutes les heures. Chaque avion quittant l'usine était une condamnation à mort pour Luftwaffe. Chaque pilote formé aux États-Unis était un remplacement prêt à remplir les rangs, tandis que l'Allemagne épuisait ces derniers. À la fin de la grande semaine, la destination de Luftwaffe a été scellée. Pas pour une seule bataille décisive, mais pour une campagne d'annihilation systématique dans laquelle les Mustangs se sont révélés être l'arme définitive. Les Allemands résisteraient toujours pendant une autre année, mais le contrôle du ciel n'était plus le leur. Le général Karl Spaatz, commandant des forces aériennes stratégiques alliées, a résumé avec une phrase nette, « Les Mustangs n'ont pas remporté la guerre seuls, mais sans eux, nous n'aurions pas gagné la guerre. » Et donc, la petite chasse qui a été presque annulée est devenue la vergue du ciel européen, non pas par hasard, mais par une conception aussi parfaite que jusqu'à aujourd'hui, 80 ans plus tard, les pilotes et les ingénieurs l'étudaient comme l'incarnation de l'excellence aéronautique. La Mustang P-51 n'était pas seulement une machine. C'est la machine qui a brisé la colonne vertébrale de Luftwaffe et s'est assuré que lorsque les troupes alliées entraient en Normandie le feraient sous un ciel sans menace. Les Allemands n'avaient nulle part où courir. Ces combattants auparavant redoutés étaient désormais abattus comme des canards dans un tir cible, et lorsque les pilotes américains devaient se reconstituer, ils sont revenus pour trouver les mêmes cibles encore là, désespérés, sans évasion. Le premier jour de la grande offensive alliée à l'échelle, la Luftwaffe a perdu 42 combattants de combat aérien dommages supplémentaires. Les Américains? Seulement 4 Mustangs frappants. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre annoncé. Et ces proportions ne faisaient pas exception, elle était la nouvelle norme. Derrière les nombres froids, il y avait des hommes qui brûlaient leurs dernières lettres. Hauptmann Georg Peter Eder, un Allemand avec des centaines de missions, a écrit à sa sœur ce soir-là, les mains tremblant toujours, « Aujourd'hui, j'ai combattu des Mustangs à propos de notre propre base, Maria. Ils nous ont poursuivis au sol. Nous avons du carburant pour voler, mais pas pour nous échapper. En 4 ans de guerre, je n'ai jamais rien vu de tel. » De l'autre côté, le capitaine Chuck Yeager, oui, le même qui briserait la barrière sonore des années plus tard, a décrit le moment où la peur a changé de côté, pour la première fois, nous étions près d'Ad. Or, nous avions atteint pour couvrir les bombardiers, les performances pour les détruire dans les airs et le feu pour les mettre fin sur le sol.
La guerre aérienne ne concernait plus la survie. C'était une question de domination. Mais la victoire avait un prix sanglant. Le sergent Mike Glowax, un pilote polonais servant aux États-Unis, a abattu 3 ennemis en un seul combat et a vu son aile, le lieutenant Bill Harris, a explosé sur des flammes après un coup droit de FW-190. Dans son journal, il a seulement marqué « Nous avons gagné. Nous avons perdu. » La guerre ne connaît pas la différence. C'était comme ceci, le triomphe et le deuil entrelacés comme de la fumée et du métal torsadé. Désespérés, les Allemands ont joué leur dernière carte, le Me-262, jets qui rugissent à 800 km/h, près de 200 km/h plus rapidement que n'importe quelle chasse à l'hélice, et la 163 Comet, des roquettes qui ont grimpé 9000 mètres en 3 minutes. En théorie, ils étaient invincibles. Dans la pratique, c'étaient des pièges. Les jets ont dévoré du carburant comme des dragons affamés, avaient une autonomie de soupirer, pire, à exiger des pilotes que l'Allemagne n'avait plus. Le lieutenant Urban Drew du 361e groupe de chasse l'a prouvé quand il m'a massacré 262 en pleine approche de l'atterrissage, à vitesse majeure, il était un fantôme. Mais quand il a réduit à l'atterrissage, il est devenu une cible. Une explosion de 200 ans, et il s'est transformé en boule de feu. La physique ne pardonne pas, pas même les Allemands. Le Me-163 était donc un cauchemar en forme d'avion. Il a grimpé comme un démon, mais son carburant, un mélange d'alcool et de peroxyde d'hydrogène, était si instable qu'il a tué plus de pilotes allemands que des balles ennemies. L'un d'eux, Oberleutnant Heinz Walter, est décédé lorsque sa comète a explosé sur le sol avant même qu'il ne décollore. L'ironie ? Il était l'un des rares à savoir comment piloter la chose. Jusqu'à l'été 1944, les Mustangs ne se contentaient plus de protéger les bombardiers. Ils ont chassé. Le colonel Hubert Zemke, commandant du 56e groupe de chasse, a transformé ses équipes en packs, n'attendait pas les bombardiers. Trouver les Allemands où ils se trouvent, décoller, atterrir, ravitailler. Ne laisser aucune échappée. Leur tactique était brutale mais efficace. Les champs d'aviation allemands sont devenus des pièges. Les combattants ennemis, la proie. Le résultat ? En janvier 1944, la Luftwaffe comptait encore 2400 combattants opérationnels. En juin, il a à peine atteint 500 même avec la production à un rythme de guerre. Le problème n'était pas de fabriquer des avions. Cela gardait les coureurs en vie. Le général Adolphe Galland, l'un des plus grands de l'histoire, a résumé la catastrophe en 1944, « Nous avons envoyé des garçons pour combattre les hommes. Nos recrues avaient 50 heures de vol. Les Américains, 300. Ce n'était pas un combat. C'était l'abattage. » Et puis est venu Berlin. Mars 1944. Le major John Godfrey, avec 16 victoires confirmées, a conduit son équipe sur la capitale de Reich. Il y a 2 ans, nous aurions été de la viande de canon. Aujourd'hui, nous avions du carburant à partir, à la vitesse pour dicter le rythme et tactique pour les écraser. En 20 minutes, nous en avons laissé tomber 8. Les bombardiers n'avaient même pas à tirer. Du côté allemand, le lieutenant Franz Stigler qui deviendrait plus tard une légende pour sauver un enfer endommagé par le BE-17, nous avons décollé avec 10 combattants. Ils sont venus avec 50 Mustangs. Notre ordre était d'attaquer les bombardiers, mais nous ne nous sommes même pas approchés. La moitié de la formation ne revenait pas. Hauptmann Heinz Knock, avec 33 victoires, a écrit dans son journal « J'ai déjà accepté que je mourrais. Mais je n'accepte pas d'être inutile. Les Américains volent qui volent où ils veulent, quand ils le souhaitent. Nous sommes des rats dans une cage, attendant le prochain coup. » C'était la fin. Et les Mustangs commençaient à peine. L'offensive était implacable. Les Mustangs ne se contentent plus d'escorter des bombardiers, maintenant ils ont chassé la Luftwaffe sur leur propre territoire. Les aérodromes se sont transformés en pièges mortels, réduit les écoles de natation, le intendant, les usines d'avions bombardées jusqu'à ce qu'elles deviennent des ferrailles tordues. L'argument de l'opération n'était pas une attaque, c'était une condamnation à mort effectuée avec une précision chirurgicale. Et au centre de cette dévastation était le capitaine Don Gentil, un pilote dont le nom deviendrait synonyme de terreur pour les Allemands. Son rapport post-abrégé et simple cache l'ombre du triomphe sombre, nous nous rapprochons des arbres. 40 avions sur les côtes au sol, les combattants, même quelques jets. 4 passes de mitrailleuses. Lorsque nous sommes partis, le champ était un cimetière métallique fondu. Il n'était pas seulement des avions brûlants.
C'était l'avenir de la Luftwaffe incinérée ensemble. Chaque réservoir de carburant explosait, chaque hangar s'est effondré, chaque instructeur mort signifiait moins de pilotes pour remplacer ceux qui sont tombés quotidiennement dans le ciel de l'Europe. La machine de guerre allemande saignait, et il n'y avait pas de garrot pour la sauver. Le général Adolf Galland, commandant des combattants allemands, a tenté en vain de faire comprendre à Hitler les mathématiques cruelles de la guerre. Nous n'avons pas perdu par manque de courage, mein Führer. Nous avons perdu parce qu'ils massacrent nos vétérans plus rapidement que nous ne pouvons entraîner des substituts. La réponse ? Un ordre qui ressemblait à un verdict, s'ils n'ont pas de munitions, utilisez les ailes. Tournez les ennemis avec les plans eux-mêmes. C'était le désespoir déguisé en stratégie. Et chaque ramjagé, chaque pilote a condamné à devenir un projectile humain, à accélérer l'effondrement. Lorsque DED est arrivé le 6 juin 1944, Luftwaffe était une ombre de ce qui est à l'extérieur. 319 sorties contre 14 000 alliés. Les combattants allemands étaient devenus si rares que de nombreux pilotes américains ont terminé leur mission sans même voir un ennemi. Les chiffres ne se sont pas déroulés, en 1943, l'échange de victimes était toujours équilibré. En 1944, pour chaque Mustang abattu, 4 combattants allemands sont en feu. Dans certains combats, la proportion a atteint 10 pour 1. Le lieutenant-colonel John C. Meyer, avec 24 victoires confirmées, a résumé avec une froideur qui a caché le poids de la réalité, fin 1944, trouver un Messerschmitt a été presque une surprise. Et quand nous nous sommes rencontrés, ils ont été pilotés par des garçons littéralement lancés dans le cockpit avec moins de 50 heures de vol. Le compte final était brutal. 13 000 pilotes allemands tués en 1944 seulement, plus qu'au cours des 3 années précédentes ensemble. Parmi les morts, les derniers AES auraient pu changer le jeu, des hommes comme Hauptmann Hans-Joachim Marseille, la All-Star de l'Afrique, ou le Major Helmut Wick, dont les compétences étaient légendaires. Chacun d'eux apportait des décennies d'expérience irréflérables. La Luftwaffe, qui en 1940 avait écrasé l'Europe sous son domaine aérien, se poursuit maintenant sur des combattants cachés dans les forêts, sans carburant, sans morceaux, sans espoir. Mais Mustang ne se limitait pas à gagner la guerre dans le ciel. Il a redéfini ce qu'il voulait dire dominer l'air. Sans la menace des combattants allemands, les bombardiers alliés pourraient atteindre des cibles avec une précision dévastatrice. Les usines se sont arrêtées. Les villes ont brûlé. Et, le plus cruel de tous, le mythe de l'invincibilité allemande s'effondrait devant les yeux d'une population qui, pour la première fois, a vu des bombardiers ennemis traverser leurs cieux au milieu de la lumière du jour, sans que personne n'en ait. La publicité Goebbels n'a pas pu expliquer pourquoi les super-hommes ne pouvaient pas renverser ces combattants en argent qui sont apparus comme des fantômes sur Berlin. Pour les Américains, le P-51 était plus qu'une machine. C'était un symbole. Le capitaine Clarence Bud Anderson, qui a survécu à 116 missions sans rayures, a mis en mots ce que tout le monde ressentait, Mustang ne nous a pas donné seulement de la vitesse et des armes. C'était sûr. Nous savions que nous étions dans le meilleur combattant du monde, et cela nous rendait imbattables. D'un autre côté, l'admiration était amère. Oberst Johannes Steinhoff, qui survivrait pour devenir un général dans la nouvelle Luftwaffe, a écrit des années plus tard, « La Mustang a cassé notre colonne vertébrale. » Non pas parce qu'elle était techniquement supérieure dans tout, même si c'était le cas, mais parce qu'elle a pris le dernier refuge, notre propre ciel. Quand la guerre chaleureuse. Inou, en mai 1945, les chiffres ont raconté une histoire d'annihilation. La Luftwaffe, autrefois l'armée de l'air la plus redoutée de la planète, avait été réduite à des restes répartis à travers les forêts, pilotés par des hommes affamés et désespérés. La formation de nouveaux pilotes ? Pratiquement éteint. Le carburant ? Évalué à la dernière goutte. Pendant ce temps, les groupes Mustang ont écrit une légende, plus de 4500 avions ennemis qui sont abattus, la moitié de toutes les victoires aériennes américaines en Europe. Des unités telles que le 4e groupe de chasse ont dépassé 1000 renversements confirmés. Le 352 ND Group a produit plus d'AS que toute autre unité américaine. Mais au-delà des records, il y a eu une leçon plus grande. Mustang a prouvé que la technologie intelligente appliquée pourrait surmonter les nombres, la distance et même la peur. Cette domination aérienne n'était pas un détail de la guerre, c'était la guerre. Et qu'en fin de compte, ce ne sont pas les machines qui ont décidé des destinations, mais les hommes qui les ont pilotées à la limite. Des hommes comme Chuck Yeager, qui avant de briser la barrière sonore avaient déjà brisé les défenses allemandes, comme George Preddy, dont la balise de combat a fait de lui une légende, comme Don Gentil, dont les missions semblaient à l'extérieur d'un roman d'aventure,
sans l'odeur de la poudre de canon et de l'huile brûlée qui imprégnait ses uniformes. Les pilotes allemands survivants connaissaient la vérité, ils n'avaient pas perdu contre les lâches. Ils ont perdu contre une machine de guerre implacable, qui combinait une brillante ingénierie avec une production industrielle qui a enterré tout espoir de récupération. Chaque Mustang qui a décollé des champs de l'Angleterre était un autre clou dans le troisième cercueil du Reich. Et chaque pilote américain revenant d'une mission était la preuve que dans cette guerre, le ciel n'appartenait plus à l'aigle nazi, mais à l'étoile d'argent qui a coupé le ciel de l'Europe. Lorsque les pilotes allemands ont repéré la Mustang PE-51 à la fin de 1943, beaucoup ont souri de dédain. Un autre combattant américain, pensait-il, rapidement, peut-être, mais rien qu'ils ne pouvaient pas dominer avec leur expérience forgée dans un millier de batailles aériennes. Quelle erreur fatale! 2 ans plus tard, ceux qui respiraient encore, les quelques-uns, connaissaient la vérité amère, Mustang n'avait pas seulement gagné Luftwaffe. Il avait scellé sa destination avec une précision chirurgicale, transformant la supériorité aérienne nazie en cendres. Le rire arrogant des Allemands avait longtemps été silencieux, remplacé par le silence de la tombe des aérodromes abandonnés, où il rugissait une fois des escadroules de Messerschmitt prêts pour le combat. Maintenant, il n'a fait que faire écho au vent parmi les hangars vides, les semis d'un empire aérien qui avait été démonté par pièces, mission after mission, par des pilotes américains aux commandes de la machine de guerre la plus mortelle de la Seconde Guerre mondiale. Le Mustang PE-51 a non seulement écrit l'épilogue de l'aviation allemand, il l'a fait avec des lettres de feu, dans un chapitre dont le titre ne laissait aucun doute, la défaite. Et pas aucune défaite, mais l'humiliation systématique d'une force qui pensait autrefois invincible, maintenant réduite à des décombres sous les ailes implacables d'un combattant qui est né pour être légendaire.